Les titres de ce journal, le président de la République passe en revue avec le haut représentant de la coalition pour le Sahel les conclusions du sommet de N'Djamena. La première dame préside la cérémonie de clôture des activités de la journée mondiale de l'autisme. Le département des affaires économiques organise un atelier sur l'implication du secteur privé dans le domaine de l'énergie en Mauritanie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'était là les titres. Bienvenue à cette édition du journal. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu aujourd'hui le haut représentant de la coalition pour le Sahel, Jimé Adoum. Ce dernier était accompagné du représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, de l'émissaire spécial français pour le Sahel, de l'ambassadeur de France à Nouakchott et enfin du chargé d'affaires à la délégation de l'Union européenne. Au sortir de l'audience, le haut représentant de la coalition pour le Sahel a livré la teneur de ses entretiens avec le président de la République. Reçu par le président de la République, chef de l'État, suite au sommet de N'Djamena, suite à laquelle il y a eu un communiqué final. Dans ce communiqué final, il a été question, donc il a été mentionné que dans l'espace G5 Sahel, il y a eu un sursaut militaire et qu'il va falloir maintenant faire suivre ce sursaut militaire par d'autres sursauts. Si vous voulez, la fourniture des services de base aux populations, les projets de développement à court, moyen et long terme. Ici, en Mauritanie, la situation est différente parce que nous n'avons pas parlé du sursaut de l'État parce que le territoire mauritanien n'a pas connu, si vous voulez, ce que les autres pays de l'espace ont connu, mais plutôt nous entretenir avec le président de la République par rapport à une feuille de route qui a été développée, qui a puisé sa légitimité dans le communiqué de N'Djamena. Cette feuille de route prend en compte les 4 piliers et cette feuille de route a été développée, testée et validée par une réunion ministérielle le 19 mars. Donc ici, c'est de voir plus ou moins la prise en charge de cette feuille de route, le portage hautement politique, la désignation d'un chef d'orchestre plus ou moins et la création d'un comité technique composé à la fois des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour décliner cette feuille de route en activité, action, en résultat et en indicateur de performance qui va donc mettre dans la balance ce dont la Mauritanie identifie comme priorité et pour lequel donc ses partenaires techniques et financiers vont pouvoir l'aider. Et étant donné qu'il y a un sommet des chefs d'État prévu pour, si vous voulez, la fin juin, donc nous sommes venus nous enquérir qu'effectivement la feuille de route est bel et bien prise en charge et qu'arrivé le mois de juillet, on pourra comptabiliser les actions menées au niveau de la Mauritanie avec ses partenaires techniques et financiers. La délégation de la coalition du Sahel et ses partenaires européens ont par ailleurs eu une séance de travail avec le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould Sidi, portant sur les conclusions du sommet de N'Djamena ainsi que les voies et moyens permettant de renforcer la coopération et l'échange d'informations entre les États membres du G5 Sahel, particulièrement dans le domaine sécuritaire. Les rideaux sont tombés aujourd'hui sur les activités de la Journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme, rehaussée par la présence de la première dame, Dr Mariam Fadel Dah, qui avait supervisé vendredi dernier le coup d'envoi de cette manifestation. L'événement a été marqué par une exposition organisée par le Centre Zaïd de l'autisme, ainsi qu'un court-métrage qui traite de la situation des enfants autistes. Amina Khalil. La première dame, Dr Mariam Fadel Dah, a supervisé à Nouakchott, au Centre Zaïd de l'autisme, la clôture des activités de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, organisée cette année sous le thème « Inclusion sur le lieu de travail, les défis et les opportunités en période post-pandémique ».
La première dame a visité les différents pavillons du centre, premier du genre en Mauritanie, spécialisé dans le traitement et la réhabilitation des enfants autistes. Ce centre prend en charge la réhabilitation des enfants diagnostiqués avec un trouble comportemental du type autistique. À cette occasion, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Naham Taroun Oulicher Sidia, a déclaré que les problèmes des personnes vivant avec un handicap et leur prise en charge sont parmi les axes les plus importants du programme social du président de la République, M. Mohamed Oulicher Al-Ghazouani. Des problèmes qui sont au centre de la politique générale du gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal. La ministre a apprécié l'intérêt particulier qu'accorde la Première Dame à la dimension sociale des programmes mis en œuvre à travers son investissement personnel dans les différentes actions à caractère social et son appui et son soutien constant au département en charge des affaires sociales. Naham Taroun Oulicher Sidia a aussi rappelé que la prise en charge des enfants autistes est l'un des fondements d'une politique plus générale de promotion des personnes vivant avec un handicap. Elle a indiqué que le travail social a connu un développement qualitatif ces derniers temps et que les allocations financières pour les personnes vivant avec un handicap ont été doublées et les transferts de fonds mensuels ont commencé pour les groupes les plus vulnérables, en plus de la création d'une école spécialisée en formation pour les actions sociales. De son côté, le directeur du Centre Zaïd de l'autisme, Mohamed Fadel Ould Abdrabou, a déclaré que cet événement était l'occasion de faire entendre la voix contre la discrimination et l'exclusion, de renforcer l'engagement en faveur de l'inclusion scolaire des personnes atteintes d'autisme et de travailler pour améliorer leur participation en tant qu'enfants normaux dans la société. Le département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille avait par ailleurs organisé une activité, un atelier de sensibilisation sur le plan d'action nationale de mise en œuvre de la résolution 1325. Celle-ci vise à accroître la participation des femmes à tous les niveaux des processus de prise de décision et de résolution des conflits et de les protéger contre la violence physique et la discrimination. Hourou. Des représentants du ministère des Affaires sociales, des partenaires techniques et des acteurs ici des ONG participent à cet atelier de sensibilisation sur le plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 1325. Une rencontre initiée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille en coopération avec la coordination du système des Nations Unies en Mauritanie. Cet atelier prévoit d'accroître la participation des femmes à tous les niveaux, des processus de prise de décision et de résolution des conflits et de les protéger contre la violence physique et la discrimination. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, M. Mohamed Mahmoud Ould Sidi Yahya, a expliqué que le président de la République, M. Mohamed Oulicher Al-Ghazouani, a adopté une approche globale de développement marquée par la diffusion de l'esprit de tolérance et d'apaisement des tensions dans la société mauritanienne, indiquant que cela s'est traduit par une ouverture à tous, y compris l'opposition et un recentrage de la lutte contre la précarité et l'injustice. Il a ajouté que notre pays a élaboré un plan national pour appliquer cette résolution onusienne sur les femmes, la sécurité et la paix, indiquant que notre pays n'est pas concerné par certains aspects de cette décision portant sur les conflits armés. Mais il est néanmoins touché par ce qui se passe dans les pays voisins, où des milliers de femmes sont réfugiées chez nous suite à ces conflits. La coordinatrice du système des Nations Unies en Mauritanie a déclaré « Je vous remercie de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de m'adresser à vous sur la thématique des femmes, de la paix et de la sécurité. Plus de 20 ans après l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 1325 en octobre 2000, nous devrions continuer de mettre en lumière l'un des plus grands silences de l'histoire sur la violence systématique, brutale et fréquente dont sont victimes les femmes et les filles dans les situations de conflit, mais aussi en absence de conflits violents. L'élan en faveur de l'adoption de cette résolution a été multidimensionnel. La résolution a préconisé une approche globale et a exhorté les États membres à prendre des mesures spéciales pour protéger les femmes et les filles contre les actes de violence et de leur donner la possibilité de participer et de se représenter au processus de résolution des conflits et de consolidation de la paix.
Les participants ont suivi une communication sur les objectifs et les grands axes du plan en question. Le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs planche sur les moyens permettant au secteur privé de contribuer à la promotion de l'énergie dans notre pays. La question était ce matin au centre d'un atelier dont l'objectif vise justement à étudier la stratégie gouvernementale dans le domaine de l'énergie et le rôle attendu du secteur privé dans sa mise en œuvre. Abdul Adamaba. Ces rencontres de haut niveau rentrent dans le cadre de l'objectif visant la transformation de l'offre énergétique nationale afin qu'elle soit en mesure de couvrir la demande en énergie du fait de l'activité économique et répondre aux attentes des consommateurs au niveau des ménages. Elle est organisée par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs en collaboration avec le ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, le patronat et des partenaires financiers et internationaux relevant du groupe de la Banque mondiale. Le rôle du secteur privé dans ce cadre a été spécifié. Les perspectives d'extraction gazière en offshore, le potentiel en énergie renouvelable, inestimable, et le nouveau dispositif de partenariat public-privé, PPP, constituent des opportunités que j'invite le secteur privé national et étranger à saisir et à exploiter dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. L'offre d'énergie demeure un facteur limitant pour beaucoup d'investisseurs, et ce malgré les investissements massifs. La nécessité d'exploiter le potentiel énergétique dont regorge la Mauritanie a été mise en avant. Notre grosse richesse est cependant dans les ressources renouvelables. Notre pays est l'un des rares pays au monde où on trouve à la fois du vent et du soleil en abondance. Dans beaucoup de pays, on trouve soit l'un, soit l'autre. En Mauritanie, nous avons les deux et nous avons l'espace aussi, qui est clé pour le développement, en particulier de l'énergie éolienne. Et ce potentiel énergétique, c'est là notre grande ambition, c'est de l'exploiter. Ce ne sera pas facile, mais nous aurons besoin du secteur privé, et du secteur privé international. Et notre ambition est d'attirer des investisseurs privés internationaux de grande taille, leaders mondiaux, pour aider la Mauritanie à se positionner stratégiquement dans cette grande bataille du futur. L'accès universel et continu à une énergie fiable et abordable pour un usage domestique et industriel joue un rôle central dans la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée de la Mauritanie, qui constitue la feuille de route du développement du pays à l'horizon 2030. Dans ce contexte, lors de la dernière décennie écoulée, le pays a augmenté sa capacité de génération électrique et renforcé son réseau de transport grâce à des investissements significatifs intégralement financés par le secteur public, qui ont permis de porter le taux d'électrification moyen à 42%, malgré des disparités entre les zones urbaines et rurales, avec des taux d'accès à l'énergie s'élevant respectivement à 75% et 8%. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Zainabdine Ould Ahmed, a déclaré que le secteur privé reste engagé dans le cadre de la réalisation des programmes et politiques des autorités du pays. Il a en outre indiqué que cet atelier traduit cette volonté de fructifier le partenariat entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Nous restons dans ce département des affaires économiques dont le ministre M. Ousmane Mamoudou Kane a eu ce matin des entretiens par visioconférence avec Ousmane Diagana, vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et centrale au groupe de la Banque mondiale. La réunion a porté sur le financement de projets mis en œuvre par la Banque mondiale dans notre pays. Le problème de la dette, le dossier agricole et la question des vaccins Covid-19. Au cours de cette réunion, le ministre a fait une présentation sur la situation économique nationale et les effets de la pandémie sur notre pays. Il a souligné qu'à la fin de la deuxième vague, l'état de santé du pays était stable et les décès ayant diminué par rapport à la première vague. Le ministre a ajouté qu'à la lumière de la troisième vague de la pandémie et en prévision de celle-ci, le pays a commencé à acquérir des vaccins. L'école de formation des enseignants de Nouakchott a lancé aujourd'hui une journée porte ouverte destinée
a partagé les résultats du processus de réforme des écoles de formation et des enseignants. Cette journée a été par ailleurs marquée par une exposition de livres sur les différentes disciplines enseignées dans les établissements scolaires en arabe et en français. El Hajj Abdellahiddin. L'objectif de cette journée organisée par les départements de l'éducation nationale, de la formation technique et de la réforme est de faire connaître et partager les résultats du processus de restructuration des écoles normales des instituteurs. Un processus dans lequel l'instituteur constitue la clé de voûte en raison de sa place dans le système éducatif. Pour cela, les départements de l'éducation nationale placent l'enseignant dans les priorités incluses dans les réformes engagées. Ce processus qui a permis jusqu'à présent la réécriture des programmes des ENI sur la base d'un référentiel des métiers des enseignants qui prend en compte les exigences et les considérations de la nouvelle réforme engagée au niveau de l'éducation nationale, qui aboutit aujourd'hui à un partage des programmes élaborés de façon, je pense, assez très bonne d'ailleurs, d'une bonne manière, en prenant en compte également la nécessité maintenant de former nos enseignants à utiliser les technologies de l'information et de la communication et qui donne une place plus importante à l'enseignement des technologies, également qui bâtissent un curriculum qui va de l'enseignement théorique à la pratique dans les classes et aussi aux aspects d'ingénierie et de pédagogie nécessaires pour les enseignants d'aujourd'hui. Le directeur de l'école normale des instituteurs à Nouakchott a indiqué que ce processus vise à former convenablement l'instituteur de manière à garantir une meilleure éducation aux générations. Il a expliqué que ce processus passe par plusieurs phases. Elle commençait par des ateliers diagnostiquant la situation des écoles normales des instituteurs, en plus une phase d'expérimentation des programmes élaborés qui sera bientôt menée. En marge de cette rencontre éducative, une exposition a été organisée comprenant les manuels dans les deux langues, arabe et français, les mathématiques, les sciences naturelles et l'informatique. Notre pays et la société pétrolière Cairn Energy ont signé aujourd'hui un contrat portant sur le bloc 7 dans l'offshore du bassin côtier. Le contrat a été paraphé au nom de la Mauritanie par le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdesalam Ould Mohamed, et au nom de la société pétrolière par son directeur d'exploration, Eric Chaton. Mohamed Khattab. Les locaux du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie ont abrité aujourd'hui la signature d'un contrat d'exploration-production entre la Mauritanie et la société pétrolière Cairn Energy. La signature de ce contrat d'exploitation-production a été faite côté mauritanien par le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdesalam Ould Mohamed Salah, et côté Cairn Energy par son directeur d'exploration, M. Eric Chaton. Le contrat porte sur le bloc C7, situé dans l'offshore du bassin côtier de la Mauritanie. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a déclaré que la signature de cet accord d'exploration et de production, en ce moment précis où les marchés pétroliers sont passablement perturbés, constitue la preuve de la confiance accordée à notre pays par Cairn Energy. Merci beaucoup pour votre confiance dans notre pays. La signature de cet accord d'exploration et de production à ce moment précis où les marchés pétroliers sont passablement perturbés est la preuve de votre confiance dans notre pays, dans sa stabilité. Et pour nous, c'est quelque chose d'important. Il montre que notre pays est encore attractif, même dans ces conditions difficiles. J'espère que le travail que vous conduirez dans les mois à venir et que nous conduirons ensemble dans le bloc C7 sera productif. Pour sa part, le représentant de Cairn Energy a exprimé sa satisfaction pour la signature de ce contrat qui vise l'exploration et la production du bloc C7 en partenariat entre la Mauritanie et sa société. Il est à noter que la société Cairn Energy est l'une des principales sociétés d'exploration et de développement pétrolier et gazier en Europe qui participe au groupe de l'initiative pour la transparence des industries extractives.
Les femmes leaders dans l'espace sahélien ont débuté aujourd'hui une formation sur la gestion des conflits, la médiation et la justice transitionnelle. Cette formation, organisée à leur intention par le secrétariat exécutif du G5 Sahel, vise à les édifier sur certaines techniques telles que les plaidoyers, la négociation et la justice sociale. Amin Akhlil. L'atelier de 3 jours est consacré au renforcement des capacités des femmes leaders de l'espace G5 Sahel sur la gestion des conflits, la médiation et la justice transitionnelle. Ouvrant les travaux de cette rencontre, Mme Nahem Taroun Oulcher Sidia, ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a souligné que l'organisation de cet atelier a pour objectif de former les femmes leaders sur les voies et mécanismes favorisant leur meilleure participation dans les pays du G5 Sahel sur des sujets de grande importance, tels que les techniques de communication, le plaidoyer, la négociation, la médiation et la justice sociale. La ministre a rappelé que les femmes mauritaniennes représentent un peu moins de 20% des membres du gouvernement, un 5e des sièges au Parlement et plus d'un tiers des conseillers municipaux et régionaux. Qu'elles sont également présentes dans le corps diplomatique, dans l'administration publique et les conseils d'administration, ainsi que dans la magistrature et divers corps militaires et généralement, elles représentent 30% des travailleurs et agents de l'État. Cependant, il reste beaucoup à faire pour impliquer davantage les femmes dans le cercle de décision. La ministre a indiqué que la nature des participants à cet atelier et leur diversité rassurent sur la qualité des résultats auxquels ils parviendront et sur la pertinence de leurs recommandations. Pour sa part, M. Mohamedou Samake, chef du département de gouvernance du G5 Sahel, a rappelé dans un discours prononcé au nom du secrétaire exécutif du G5 Sahel l'engagement personnel du secrétaire exécutif M. Sidikou en faveur de la promotion du genre, de l'autonomisation des femmes et des filles, de leur pleine participation à la prévention des conflits, ainsi que de l'édification et du maintien de la paix dans la sous-région et au-delà. Mesdames et messieurs, vous savez comme moi l'engagement personnel du secrétaire exécutif du G5 Sahel pour la promotion du genre, l'autonomisation des femmes et des filles, leur pleine participation à la prévention et au règlement des conflits, ainsi qu'à l'édification et au maintien de la paix dans notre sous-région, voire au-delà. De son côté, Mme Rita Santos Suarez, représentante de l'Agence espagnole de coopération internationale au développement, a rappelé que la coopération espagnole accorde un intérêt prioritaire à l'appui aux femmes et au genre. La coopération espagnole a un de ses priorités, c'est l'appui aux femmes et l'appui au genre. Dans ce cadre, nous faisons l'appui au G5 pour encourager aussi et former les femmes pour tous les différents domaines, depuis les droits jusqu'à l'équité et aussi sécurité et d'autres, parce qu'on considère que l'inclusion des femmes, c'est vital pour l'avenir de chaque pays dans lequel vous venez. Nous faisons aussi des appuis à la coopération bilatérale dans chaque pays que nous avons des coopérations, et aussi avec la CEDEAO et aussi avec l'Union africaine. Les travaux de cet atelier se poursuivront jusqu'au 8 avril courant. Il est organisé grâce à un appui technique et financier du Royaume d'Espagne. La sécurité alimentaire est un autre domaine non moins important, particulièrement en ce qui concerne le stockage des produits destinés à la consommation humaine. Ce procédé exige certaines technicités, d'où la nécessité de doter le personnel chargé de cette opération des connaissances nécessaires. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'atelier de validation d'un mécanisme national de stockage organisé par le commissariat à la sécurité alimentaire Abdoul Adamaba. Cette rencontre permettra au commissariat à la sécurité alimentaire de formuler une politique nationale de stockage dans le domaine de la sécurité alimentaire, de mettre en place un mécanisme de gestion des stocks et former le personnel dans le cadre de la gestion et la manutention des stocks. Le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, Mohamed El Hayar, a précisé que cet atelier vise à élaborer un plan national permettant de sécuriser le stock alimentaire. Il a par ailleurs affirmé que les conditions de stockage et de conservation des produits alimentaires constituent une priorité pour garantir la qualité des denrées alimentaires destinées à la consommation. Rappelons que cet atelier s'étale sur 2 jours.
Au niveau de la région de Nouakchott, l'heure est à la réflexion sur la mise en place d'une approche globale visant à mieux exploiter les eaux usées découlant des activités ménagères. La région de Nouakchott qui est appuyée dans ce projet par ses partenaires, la ville de Lausanne, les communes suisses associées et l'Association internationale des maires francophones, a organisé ce matin une rencontre de concertation avec les acteurs concernés afin de réfléchir sur un mécanisme efficace de gestion de la filière des boues de vidange de Nouakchott. Malika Narli. La tenue de cet atelier de concertation sur le développement de la filière des boues de vidange de Nouakchott devrait permettre d'avoir une vision globale de Nouakchott par rapport à l'assainissement non collectif, de faciliter la définition des besoins, des forces et faiblesses, ainsi que des orientations stratégiques réalistes et utiles pour l'avenir. Il identifiera également les besoins en études complémentaires selon les orientations choisies. Cet atelier est organisé par le Conseil régional de Nouakchott avec la collaboration de la ville de Lausanne, les communes suisses associées et l'Association internationale des maires francophones. À l'ouverture de cet atelier, la présidente du Conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimata Bint Abdelmalek, a indiqué que l'atelier est d'une importance capitale puisqu'il traite de Nouakchott, ville qui fait face à de grands dangers dus essentiellement aux pratiques courantes qui nuisent à la santé des citoyens et ont un impact négatif sur l'environnement. Elle a précisé que le Conseil régional de Nouakchott, avec ses partenaires internationaux, les secteurs publics nationaux et les acteurs, réfléchiront ensemble afin de trouver des mécanismes qui développeront et organiseront la filière. Mme Fatimata Bint Abdelmalek a souligné que la parfaite organisation de la filière et sa gestion rationnelle transformeront les dangers en acquis à travers la création d'emplois, en plus d'autres avantages qui servent la préservation du milieu environnemental et l'accroissement de la diversité. Cette filière des boues de vidange couvre la vidange, l'évacuation, le traitement et l'utilisation finale ou la mise en dépôt des boues. Cette chaîne de service nécessite un système de gestion efficace, notamment à travers des lois et des stratégies cohérentes, en particulier en matière de définition et de mise en application des rôles et responsabilités de chaque intervenant de la filière. Qu'est-il attendu des participants ? Les participants vont débattre ensemble les problématiques posées, sortir avec des actions claires qui répartissent les compétences entre l'ensemble des acteurs, identifient aussi les actions prioritaires à mettre en œuvre afin d'améliorer la gestion de cette filière. Il est donc attendu des participants de formuler des propositions et des recommandations permettant une meilleure prise en charge des boues de vidange de Nouakchott. Un rapide coup d'œil sur l'évolution de la pandémie du Covid-19 avant de passer en revue le reste de l'actualité nationale à l'intérieur du pays. Ces dernières 24 heures, les services du ministère de la Santé ont recensé 16 nouvelles contaminations, 34 guérisons et un décès. Notre première station à l'intérieur de la wilaya d'Ihod Sharqi, dans laquelle le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Ahmed Ould-Dedaï, a visité hier des infrastructures publiques exécutées par son département. Aminata Khan. Peine foulé le sol de la wilaya du Ihod Sharqi, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Ahmed Ould-Dedaï, a visité plusieurs chantiers relevant de son département. C'est ainsi qu'il a visité dans la commune de Mouat-l'Akarish et de Mabrouk plusieurs chantiers relevant de son département. Ici est également enquis de l'état d'avancement des travaux exécutés par une société nationale. À Bessiknou, le secrétaire général s'est rendu dans une zone lotie qui sera attribuée aux familles dont les habitations ont été endommagées par les pluies diluviennes. Il s'est informé sur place de l'état d'avancement des travaux de construction d'infrastructures scolaires, des logements des fonctionnaires, du nouveau marché de la ville et d'un centre de santé réceptionné par le ministère de la Santé.
Le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Ahmed Ould Dedda, a insisté auprès des superviseurs des travaux sur le respect du délai fixé et les normes techniques telles que définies dans le cahier des charges, précisant que la réalisation d'infrastructures de services à Bassiknou et à Delbagrou renforceront le développement local et l'accès des citoyens aux prestations sanitaires et à l'éducation tels que prescrits dans les programmes Ta'ahoudati du président de la République. À Nouadhibou, la direction des affaires sociales et culturelles de la commune a remis hier soir des listes de familles pauvres aux chefs des commissions de quartier de la ville. C'est cette mesure initiée par la Direction générale du registre social et des systèmes d'information relevant de la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour intervient 3 mois après le lancement du recensement des familles pauvres de la commune de Nouadhibou, Aminata Khan. Remise des listes des familles pauvres aux chefs de commission des quartiers de la ville. Une mesure qui intervient 3 mois après le début du processus de recensement des familles pauvres dans la commune de Nouadhibou. Cette opération a été supervisée par la Direction générale du registre social et des systèmes d'information de la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour. Supervisant la cérémonie, le wali de Nouadhibou, Sidi Ahmed Ould Houibib, a indiqué à cette occasion que ce processus de recensement des familles pauvres permettra la constitution d'une base de données qui servira à mieux orienter les programmes du gouvernement vers les populations ciblées. Il a salué les efforts consentis par Ta'azour pour assurer l'achèvement de ce processus à travers lequel a été diagnostiquée la situation des ménages afin de faciliter les interventions de la commission. Le maire adjoint de la commune, Abdrahman Ould Mohamed Val, a évoqué ce processus, appréciant les efforts déployés par la commission pour identifier les familles pauvres de la ville. De son côté, le coordinateur du programme Tekavoul qui conduit Ta'azour, Dr Moulay El Hassan Zain Din Abdelmalek, a remercié les équipes qui ont mené l'opération du dénombrement pour les efforts qu'elles ont déployés permettant l'accomplissement de ce travail en un temps record malgré les contraintes imposées par la pandémie de la COVID-19, ajoutant que la remise des listes des ménages pauvres n'exclut pas l'existence de réserves que certains pourraient émettre lors de la mise en œuvre de ce processus, notant que la délégation tient à la transparence et à l'exhaustivité de cette opération. Enfin, le directeur général du registre social et des informations, Ahmed Salem Ould Bedda, a passé en revue les aspects de cette opération et a fait observer que la mission a divisé la commune de Nouadhibou en 96 zones, ce qui a conduit à l'enregistrement de 18 785 maisons et le dénombrement de 22 071 familles. Enfin, les travaux de l'atelier régional de coordination et de planification sur la nutrition se poursuivent pour la 2e journée consécutive à Nouadhibou. L'atelier vise à formuler une conception dans le domaine de la coordination des efforts des secteurs concernés par la problématique de la nutrition. Cet atelier régional de coordination et de planification sur la nutrition vise à formuler une conception dans le domaine de la coordination des efforts des secteurs concernés par la problématique de la nutrition en vue de sortir avec des propositions sur le rôle de la nutrition en tant que levier du développement, notamment dans le domaine du développement humain. L'atelier est organisé par le ministère des Affaires économiques de la promotion des secteurs productifs en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Au cours de la rencontre, les participants venant des wilayas de Dakhlet Nouadhibou, du Tagan, de l'Adrar, de l'Inchiri et du Turizamour suivront 3 jours durant des exposés sur le programme relatif à l'exécution des politiques de nutrition en Mauritanie et sur les grandes lignes du programme stratégique multipartite de nutrition 2016-2025. Le directeur régional de l'action sanitaire, Dr Bakassem, a déclaré un atelier multisectoriel qui regroupe certains secteurs comme le DREN, MASEF, MDR et le CSA, et la société civile et aussi les élus locaux. Nous sommes là en train de parler de la planification dans le domaine de la nutrition
qui est vraiment important pour réduire le taux de malnutrition au niveau de la Mauritanie en général et les wilayas en particulier. Voilà, comme vous le savez aussi, dans notre wilaya, au niveau de l'Adrar, on a mis en place un système de prise en charge des enfants malnutris de 6 mois à 5 ans, et qui est dans les Krenam, qui sont suivis par les infirmiers chefs de poste, et aussi à leur sortie, ils vont être suivis au niveau des Krenam, voilà, qui est des centres de nutrition communautaires gérés par la CSA ou bien la MASEF, etc. De son côté, le vice-président du conseil régional, M. Hamida Oul-Souayih, a indiqué: Nous sommes dans ce séminaire à Nouadhibou qui parle de la décentralisation de la stratégie nationale pour le développement multisectoriel de la nutrition. Nous pensons que les régions sont un axe principal dans cette stratégie et nous avons appris de ce séminaire beaucoup de choses qui peuvent être appliquées dans nos régions pour essayer d'éradiquer la malnutrition dans notre pays. Les résultats de ce premier atelier régional de coordination multisectorielle sur la planification de la nutrition dans les wilayas du Nord et de Tagan seront utilisés pour l'élaboration de l'agenda national dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de nutrition pour les années 2021-2025. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République passe en revue avec le haut représentant de la coalition pour le Sahel les conclusions du sommet de N'Djamena. La première dame préside la cérémonie de clôture des activités de la journée mondiale de l'autisme. Le département des affaires économiques organise un atelier sur l'implication du secteur privé dans le développement de l'énergie en Mauritanie. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention et excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.